Bonne année à tous, chers compatriotes. Bon, bienvenue. Là ce soir, j'espère que vous êtes bien chez vous. Partagez le live, appelez tout le monde parce que nous allons évoquer un sujet assez important. Nous allons évoquer un sujet qui est très important. Nous allons parler politique. Nous allons parler politique. Bon. Mes frères, comme beaucoup de choses dans la vie, l'engagement politique ou bien lorsqu'on s'engage en politique, c'est une démarche qui est personnelle. Tout comme lorsqu'on s'engage dans le sport. Lorsqu'un garçon décide de s'engager dans le basket ou bien dans le football, c'est personnel. Il dit qu'il veut être un footballeur. C'est un engagement personnel. Tout comme lorsqu'on s'engage, on dit qu'on veut être un pilote d'avion. C'est un engagement personnel. Dans ta tête, tu décides que moi, je vais être médecin. Moi, je vais être pilote d'avion. C'est personnel. Bon, une fois maintenant que tu t'entraînes pour être meilleur, soit en politique, soit dans le basket, soit dans le football, soit dans la médecine, soit dans apprendre à piloter les avions, je sais pas. Bon, ça devient maintenant, tu deviens fort et tu rentres dans une écurie. Ça devient maintenant collectif. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Parce que quand tu es pilote, tu vas travailler pour Air Gabon, tu vas travailler pour Air France. Tu es soumis à une réglementation, à des règles. Tu dois travailler en équipe. Parce que un pilote, il y a de nombreux individus qui dépendent de lui. Quand tu t'engages, par exemple, tu dis je m'avais joué pour le PSG. Ce n'est plus ton engagement seul. Tu es maintenant soumis à des règles. Et le PSG, c'est l'équipe qui représente une ville. Tu es soumis à des règles. Tu n'es plus seul. C'est comme en politique, tu t'engages seul, mais lorsque tu crées un parti politique ou tu intègres un parti politique, ce n'est plus toi. Tu dépends maintenant de d'autres personnes. Ça devient maintenant collectif. L'engagement devient collectif. Il y a des règles, il y a un encadrement, il y a une structuration. Tu dois rendre compte. Tu dois être exemplaire. Tu dois montrer aux autres que tu es sérieux. Tu dois être crédible. Dans tout ce que je suis en train de dire là. Parce que le footballeur n'est pas footballeur seulement quand il est sur le terrain. Quand il va en boîte, il représente l'équipe. S'il va taper les gens, l'équipe, il représente l'équipe. On va dire, il y a un joueur du PSG qui est venu taper les gens ici dans la boîte. L'image, c'est la même chose en politique. Mais j'ai l'impression que quand je regarde, lorsque je regarde nos hommes politiques du pays, ils n'ont pas compris ça. Ils ne comprennent pas la différence entre l'engagement personnel en politique et la responsabilité qui arrive par la suite lorsqu'on représente des individus. Quand tu t'engages en politique, tu es seul. Mais à partir du moment où tu te présentes à une élection et on te vote, tu es élu. Tu représentes une collectivité, tu représentes des individus dans un endroit, dans une circonscription. Tu vas les représenter à l'Assemblée nationale. Tu ne parles pas à ton nom, tu parles au nom de ceux que tu représentes. Tu parles au nom de la nation entière parce que si tu es député de Ndjolé, tu ne votes pas seulement les lois de Ndjolé à l'Assemblée nationale. Tu votes les lois de la nation entière. On vient de m'annoncer que l'état d'urgence a été prolongé de 45 jours.
Ça a été voté la semaine dernière par la Chambre basse, par les députés. Et je pense hier, ou aujourd'hui, je ne sais pas, je pense hier, c'est ou aujourd'hui, je pense, je ne sais pas. En tout cas, ça a été voté par la Chambre haute, par les sénateurs. Prolongement de 45 jours. Mais quand ils votent ça, ils votent une telle mesure, une telle contrainte. Mais est-ce qu'ils imaginent qu'il y a de nombreux commerces qui vont fermer, qui ne tiennent plus, les bars? Tout le commerce, toute l'activité économique qui se passe la nuit, qui est impactée par les mesures par le couvre-feu. Mais ces commerces-là sont impactés, vont fermer. C'est voté par qui? Par les députés. Les députés, nos députés là. Donc, quand tu es engagé en politique, tu parles au nom de beaucoup de choses. Tu représentes des choses. Tu représentes des individus, des hommes. Tu représentes des hommes d'affaires. Tu représentes des entreprises. Tu parles au nom des entreprises. C'est pourquoi je dis à beaucoup de mes frères, à nombre de mes frères, que si vous ne faites pas la politique, si vous ne vous impliquez pas en politique, la politique va vous faire. Vous allez la subir. Soit on se mobilise pour que ce soit bien, soit on finit par la subir d'une manière ou d'une autre. Parce que ce sont les hommes politiques qui décident. Les sénateurs, les députés, ce sont des hommes politiques. Ils appartiennent à des écuries politiques. Même lorsqu'on est indépendant, toujours est-il qu'on peut se retrouver en train de créer un groupe parlementaire. Quand tu es dans un groupe parlementaire, tu dois parler, tu es soumis à une réflexion collective, à une décision collective. Donc, tout ça là, c'est pas des choses que l'on prend à la légère. Vous comprenez? Et moi, j'ai l'impression, moi, je sais pas, hein, vous allez me dire, je vais soumettre ça à votre appréciation. Vous allez me dire si je me trompe. Nous allons commencer, mes frères. Moi, je vous ai appelé pour parler de Nyamur Michel Menga et Nyamur Baro Chambrier. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. De nombreux jeunes qui sont engagés ne comprennent plus rien de ce qui se passe au Gabon. Aussi bien dans la dictature, la majorité, que dans l'opposition, on ne comprend plus rien. On ne comprend pas. Là où tu regardes, tu es dépassé. Tu regardes à gauche, tu es dépassé. Tu regardes à droite, tu es dépassé. On ne comprend rien. Vous savez, mes frères, lorsqu'on observe la politique gabonaise, ça c'est mon avis, je vous donne mon avis, hein, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que je vais dire ce soir, c'est la vérité, c'est une vérité papale. Je ne suis pas en train de dire que ce que je dis, ce n'est pas une vérité papale. Et encore que même le pape, ce que le pape dit est contesté. Il arrive qu'on conteste le pape aujourd'hui. Les déclarations pontificales sont contestées, si on regarde bien. Bien, donc, je ne vous donne que mon humble avis en tant que Gabonais, mais mon Gabonais, j'ai le droit de parler. Je ne suis pas un expert en sciences politiques, mais me veut dire, j'ai une petite expérience à mon petit niveau. Donc, ce sera à vous de vérifier tout ce que je vais vous donner comme information aujourd'hui qui me fatigue. Qui me fatigue. Parce qu'il faut parler à nos hommes politiques. Je ne pense pas que les hommes politiques du Gabon, nos papas là, comprennent les enjeux et les aspirations de la jeunesse qu'ils prétendent représenter politiquement parlant. Mes frères, partagez le live, appelez les gens. Appelez les gens. Vous n'allez pas vous regrouper seulement quand on va parler de Maman Khan, Maman Zine, machin. Là, on parle des choses sérieuses.
Parce qu'il y a il y a une tempête qui arrive au Gabon. Il y a une tempête politique qui arrive au Gabon dans très peu de temps. Vous comprenez? Il y a une tempête qui arrive. Ce que je vais vous donner comme information là, ce n'est pas un jeu. Ce sont des informations qui sont très sérieuses. Et comme je le dis, il y a même beaucoup. Il y a énormément de choses que je ne peux même pas dire. Parce que ce n'est pas encore le moment. On ne met pas tous les secrets dehors. Ce n'est pas tout qu'on met dehors. Parce que ce qu'on appelle le koukoué. Le koukoué, c'est un secret. Le koukoué est un secret. Tous les secrets ne se mettent pas dehors. Mes frères, vous savez, quand vous observez la politique gabonaise, il y a 3 générations qui sont actives en politique au Gabon. 3 générations. Actuellement. Il y a un conflit de génération entre les 3 générations qu'il y a actuellement au pouvoir, qui gèrent la politique gabonaise, aussi bien dans la dictature de la majorité présidentielle que dans l'opposition. On peut le regarder et je peux vous l'expliquer sans forcer. Il y a un conflit de génération. Vous avez 3 groupes. Vous avez le groupe de ceux qui ont 70 ans et plus. Ça, c'est un groupe. Vous avez le groupe de ceux qui sont entre 50 et 70 ans. Et vous avez le groupe qui a moins de 50 ans. Ce que je l'appelle la génération Android. Ceux qui passent le temps dans les portables, dans les réseaux sociaux. Ils ont moins de 50 ans. C'est la génération Android. Vous avez le groupe des cinquantaines, de la cinquantaine à 70 ans, 69 ans. Disons 69 ans. Qui ont entre 51 et 69 ans. Maintenant, vous avez le groupe qui a moins de 50 ans. Entre 50 et moins. 3 générations. Qui sont en pleine guerre générationnelle. Ils ne se comprennent pas dans la politique gabonaise. Il faut m'écouter. S'il vous plaît. Alors, ces 3 groupes-là se livrent un combat. Une course au pouvoir. Entre ceux qui se battent pour leurs intérêts personnels, parce que c'est ce que la politique gabonaise a comme essence, c'est ce que la politique gabonaise a comme principe, c'est ce que la politique gabonaise a comme, comment je peux dire ça, c'est l'identité de la politique gabonaise. L'identité de la politique gabonaise, on ne se bat pas pour les masses, on ne se bat pas pour le peuple, on ne se bat pas pour le pays, on se bat pour soi-même. On pense à ses propres intérêts. On ne pense pas aux intérêts du parti. On ne pense pas aux intérêts du groupe que l'on représente ou de l'association que l'on représente. Non, on pense à ses propres intérêts. Au Gabon, la norme veut que l'intérêt personnel est supérieur à l'intérêt du parti ou à l'intérêt de la nation. L'intérêt supérieur de la nation n'existe pas au Gabon. Il y a un groupe qui pense comme ça, qui se bat pour son intérêt. Il y a un autre groupe qui se bat pour la structure, l'association. Il y a le groupe qui se bat pour le pays, ceux qui ont la vision du pays, qui pensent que non, on ne peut pas continuer comme ça, il faut que les choses changent. Il y a des hommes politiques qui ont fait tellement de mal au Gabon. Il y a des hommes politiques qui sont assujettis, qui ont des casseroles, qu'on sait que si tu essaies de parler, on va te faire du mal. Il y a des hommes politiques qui sont là pour faire le désordre. C'est qu'on a un melting pot de choses compliquées dans notre pays. Et si on ne dit rien, si on laisse faire, on ne s'en sort pas. Pourquoi? Parce que les gens parce qu'ils embarquent des jeunes. Je vais vous dire quelque chose. Les 3 groupes
les 3 générations que j'ai citées tantôt il y a quelques minutes sont engagées dans une course au pouvoir et sont observées par une population qui a majoritairement une population qui a moins de 40 ans. Donc des jeunes. Des jeunes. Parce que quand vous regardez les gens qui votent au Gabon, je peux dire que 70 minimum, ils ont 70% des gens qui votent de la population votante au Gabon, la population électorale, 70%, ils ont moins de 40 ans. Ils sont entre 40 ans et moins. Tous les autres là, les 30% là, ils sont plus de 40 ans. Et ces jeunes-là que vous embarquez dans les partis politiques, parce que c'est ça la difficulté. C'est pourquoi au Gabon, vous allez remarquer que les mêmes individus que vous regardez, vous allez croiser dans les meetings du PDG, des partis de la majorité, ce sont quasiment les mêmes individus que vous voyez encore, vous venez retrouver dans les meetings de l'opposition. Pourquoi? Parce que les partis politiques au Gabon ne font pas de la mobilisation idéologique. Tout le monde monnaie la présence des gens dans les meetings. Les partis politiques ne forment pas les jeunes. Ne forment pas. Moi, je parle, depuis que je suis rentré dans cette histoire d'activisme, et je parle sur les réseaux sociaux, de nombreux jeunes me contactent quotidiennement. Et je leur pose des questions. Est-ce que vous êtes formés? Non. Est-ce que votre parti politique vous organise des séminaires de formation en économie, des formations en politique, des formations sur l'histoire politique de notre pays, comment un pays fonctionne, comment est organisé un pays, les accords amphithéotiques entre le Gabon et la France. Est-ce qu'on vous parlez par exemple je ne sais pas moi, est-ce que vous formez la jeunesse sur l'histoire politique du Gabon? Est-ce que vous formez la jeunesse sur le code électoral? Est-ce que la jeunesse est formée pour comprendre l'importance de la constitution gabonaise? La connaître? Non. Les jeunes au Gabon ne sont utilisés que pour une chose, venir remplir quand on vous appelle au stade, on vous donne le vin, vous buvez et vous êtes là. Et tout le monde fait ça. On ne forme pas. Parce que le jeune ne doit pas savoir. On infantilise les gens. Vous avez une génération d'hommes politiques qui pourtant ont atteint de hautes responsabilités quand ils avaient la fin vingtaine, début trentaine. Aujourd'hui, ils ont un certain âge. Mais ils pensent que ceux-là qui ont la quarantaine, qui sont leurs petits frères, mais comme ils n'ont pas été ministres, ils n'ont pas été DG, comme eux, ils avaient été DG à une certaine époque, tu n'as jamais été DG, on te prend toujours comme un enfant. On trouve inadmissible de dire que, bon, même si le petit là n'a pas été directeur général, bon, nous on va le mettre devant, on va le pousser. Non, nous on a été DG. Et là encore, je ne parle pas des problèmes du repli identitaire, des promotions canapé, des affinités canapé, parce qu'on parle la même langue, du repli régional. Bon, il y a beaucoup de problèmes chez nous. Beaucoup de problèmes, à ma vie. Donc, je vous explique un peu tout ça pour planter le décor, pour que les Gabonais sachent un peu mon état d'esprit, comment je vois les choses. Les gens sont infantilisés. Bon, bref. Nous allons parler d'héritage et modernité. Nous allons parler de Michel Menga.
Et nous allons parler de Baro Chambrier. Baro Chambrier, héritage et modernité, Michel Menga. Baro Chambrier et Michel Menga appartiennent à ce que j'appelle la génération intermédiaire. Donc la génération qui est entre 51 ans et 70 ans et 69 ans. Ils sont au milieu là. Donc la génération qui est la plus normalement, qui est celle que tout le monde devrait regarder aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, ceux qui ont les plus de 70 ans devraient regarder la génération intermédiaire, et ceux qui ont moins de 50 ans devraient s'appuyer sur l'expérience de ceux qui ceux qui sont à la génération, qui sont de la génération intermédiaire. Mais nous, on remarque que cette génération-là aussi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes graves sur le plan politique. Sur le plan politique. Et c'est à mon sens décevant. Je suis assez déçu. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. Nous allons parler d'héritage et modernité. Michel Menga et Baro Chambrier sont en train de se livrer une guerre. Une guerre politique silencieuse. Depuis aujourd'hui, ça va faire aujourd'hui, ça va faire quand même 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que les deux ils se livrent une guerre terrible. Ils sont du même parti politique. Ils ont engagé de nombreux jeunes qui sont dépassés, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il n'y a pas seulement eux. Parce que quand vous observez, je vais faire un petit tour avant de revenir sur héritage et modernité. Quand vous regardez la plupart des partis politiques, il y a des problèmes graves. Ce n'est pas les problèmes avec les autres, les problèmes à l'intérieur. Des problèmes de légitimité, des problèmes de fonctionnement, le problème de compréhension des statuts. Vous mettez en place des statuts que vous ne respectez pas. Vous êtes des leaders politiques, vous transformez les partis politiques comme si c'était un business familial. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait dit dans un magazine, je pense que c'était Paris Match, lors d'une interview, il avait dit, un homme politique que vous voyez travailler qu'avec les membres de sa famille ou travailler avec ses potes, dites-vous que ce n'est pas un homme d'État. Un homme politique qui aspire à diriger un pays doit travailler avec des gens qu'il ne connaît pas, basés sur leurs compétences. Que lui, il est compétent dans tel domaine, je vais le prendre à côté de moi. Lui, il est compétent dans tel autre domaine, je vais le prendre à côté de moi. Un homme politique qui ne travaille qu'avec les membres de sa famille, avec ses potes, ses cousins, ses enfants, ses neveux, ses nièces, avec les potes, ce n'est pas un homme d'État. Bon, maintenant, on pourrait se poser la question. Peut-être qu'ils travaillent comme ça parce que l'État n'existe pas pour eux. Homme d'État, il faut que l'État existe. Est-ce que pour les hommes politiques gabonais qui ont été au pouvoir depuis un temps, est-ce que la notion d'État existe? Quand on dit intérêt supérieur de la nation, de l'État, est-ce que ça existe pour eux? Non. C'est peut-être pourquoi ils font comme ça. Enfin, je m'interroge à voix haute. Parce que je ne comprends pas pourquoi les choses... Parce que moi, je me pose des questions. Hein. Je me pose beaucoup de questions. La jeunesse gabonaise se pose des questions. Moi, j'ai déjà dit aux hommes politiques gabonais, j'ai déjà dit à nos hommes politiques gabonais, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, comme ceux qui sont dans la dictature
au pouvoir, le gang qui est au pouvoir, que votre malchance, ce sont les réseaux sociaux. Si vous ne vous ajustez pas, ce n'est pas bon. On le saura. Et vite. L'époque des années 70, 80, 90, là, vous pouviez faire comme vous voulez. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est la raison pour laquelle j'ai même dit à une sœur, je parlais avec deux Gabonaises que j'aime beaucoup. On était en train de discuter sur les problèmes sociaux du Gabon, où l'une d'entre elles, dans notre conversation, relevait que le Gabon est devenu plus dangereux qu'avant. Il n'y a plus de crimes. Il y a plus de crimes que dans les années 90. Elle dit non, nous, quand on était au lycée, il n'y avait pas autant de crimes. Aujourd'hui, il y a plus de crimes qu'avant. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, c'est pas vrai ce que tu dis. Tu as l'impression qu'il y a plus de crimes aujourd'hui à cause du phénomène des réseaux sociaux. Proportionnellement parlant, je peux dire, en tant que Gabonais, ayant grandi à Libreville, ayant grandi au Gabon, qu'il y a presque autant de crimes qu'avant. Peut-être même qu'avant, il y avait plus de crimes que maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, chaque petit crime qui se passe est relayé dans les réseaux sociaux. Donc, on a l'impression qu'on est face au crime tous les jours. Mais avant, il y avait les Cool Mongers. Moi, je me rappelle, Mbebe à Cosmopac, on braquait les gens partout à Libreville. Dans les taxibus. Les Cool Mongers braquaient. On poignardait les gens n'importe comment. Il y avait les gangs. Tu ne pouvais pas aller en boîte. Les gens se baladaient avec les machettes. Moi, je connais des cousins qui se baladaient à Libreville avec les machettes. Il y avait la voiture noire. On parlait de la voiture noire. Les gens disparaissaient à Libreville. On retrouvait aussi les gens égorgés là. Sauf que, si tu habites à Libreville, quand tu habitais à Libreville à l'époque, l'autre habite à Oyem, tu ne peux pas savoir qu'il y a eu un crime à Oyem si l'Union ou bien les journaux satiriques n'en parlent pas. Ou bien le journal. Il y avait des crimes qui passaient sous silence. Or, aujourd'hui, dès que quelque chose se passe en Ndendé, à Mimongo, tu es au courant. Ça arrive ici en France. Dès que quelque chose se passe dans un petit coin à Libreville, ça arrive, c'est sorti. Le journal n'a pas encore... Tout le monde vient sur les réseaux sociaux pour connaître les nouvelles du pays. C'est pourquoi on a l'impression que le Gabon est beaucoup plus dangereux qu'avant. Mais ça a toujours été comme ça. Donc, les crimes, aujourd'hui, sont proportionnellement parlant presque les mêmes qu'il y a longtemps. Longtemps, quand je dis longtemps, c'est hier là. Hein? Donc, pour revenir au sujet de Michel Menga et puis Baro Chambrier, c'est pour dire que si nos papas qui sont en politique ne se réveillent pas, ils vont rater le coach. Je parle surtout du groupe intermédiaire. Parce que ceux qui ont dépassé les 70 ans, c'est pas évident. Quand on a dépassé 70 ans, on a dépassé son avenir. L'avenir est maintenant derrière. Tu es là, tu joues avec tes petits-fils. Tu passes un peu de temps en famille. Normalement. Donc, la classe que l'on regarde, c'est la classe intermédiaire. Mais cette classe-là aussi ne prend pas ses responsabilités. C'est pourquoi je m'avais vous parler de ce groupe-là. Appelez les gens, partagez le live. Quand on les bourre. Donc, je reviens vous dire que Michel Menga et Baro Chambrier sont en train de se livrer une guerre silencieuse. Quand je dis silencieuse, c'est-à-dire que elle est souterraine, mais elle est grave. Elle est très grave. Je suis au courant depuis. Mais pour des raisons, j'ai dit, bon, je vais d'abord observer là où ça va aller. Mais là, c'est en train d'aller très loin. C'est en train d'aller très, très, très loin. C'est en train d'aller tellement loin que je ne peux pas ne pas dire à mes frères qui sont au Gabon que ouvrez les yeux sur cette affaire-là. L'affaire est grave. L'affaire est grave.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Héritage et modernité est né quasiment en 2016 à la veille de l'élection. Héritage, on voit un groupe de PDGistes un groupe dissident qui quitte l'Assemblée nationale, ils quittent en masse, certains courent, un matin comme ça, là, ils partent, ils ne sont plus en accord avec le parti. Et ce groupe-là forme un parti politique. Pour former le parti politique, c'était compliqué. Barreau Chambrier s'est battu pour former le parti politique de Héritage et Modernité. RHM. C'était d'abord HM, Héritage et Modernité. Après, peu de temps après, ils ont ajouté le R, Rassemblement, Héritage et Modernité. Bon, pour créer le parti, à l'époque, c'était compliqué. Ils ne pouvaient pas créer un parti. Parce que pour créer un parti politique qui est reconnu par l'État, il faut aller au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas vous donner le quitus parce que vous connaissez la dictature. Une dictature ne peut pas vous délivrer un quitus pour venir vous battre contre eux. Donc, ce que les Gabonais font depuis un temps, ils achètent des partis qui dorment. Comme par exemple, en ce moment, il y a le parti laissé par Pierre Cavenza. Et bon, le parti là est là-bas. Quelqu'un peut aller acheter ça. Donc, Barreau Chambrier, avec certains membres fondateurs, ont acheté le parti politique Le Fundu. Il y avait un parti politique qu'on appelait Le Fundu. Ils ont acheté ça. Et ils ont enlevé le nom et ils ont mis RHM. C'était compliqué pour partir, pour acheter le Fundu et pour que le Fundu change de nom pour devenir HM-RHM. C'était compliqué. C'était très compliqué. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais il fallait, en introduction, vous en parler déjà. 2016. C'était en 2016. Ils sont venus à l'opposition. Ils ont fait un congrès. Bon, ils ont reconnu. Il y a eu des statuts et tout, et tout, et tout. Dans les statuts, il était dit, je ne les ai pas lus. Mais c'est comme ça qu'on me l'explique. L'une des clauses des statuts stipulait que si l'un des membres d'Héritage et Modernité est appelé par la dictature pour une fonction, une haute fonction, il fallait informer les membres fondateurs pour un vote. Il ne fallait pas aller en aventure. Il fallait informer les membres fondateurs. Et les membres fondateurs allaient décider de ce qu'on allait faire. Alors, Michel Menga, nous sommes en mai 2018 et contacté après plusieurs rencontres avec les gens là. Hein. Bon, tous les hommes politiques au Gabon rencontrent certains gars de la dictature. Ça se fait. Ce n'est pas interdit de rencontrer tes adversaires politiques ou tes ennemis politiques. En politique, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas la rencontre qui est interdite. C'est le contenu et les conclusions. Ce que vous décidez après le contenu. Le désordre, ce qui est mauvais, c'est quand vous arrivez au contenu et comment c'est conclu. Vous finissez comment? Donc, Menga, Michel, on lui fait une proposition pour entrer au gouvernement. Nous sommes en 2018. Menga en parle avec les membres d'Héritage et Modernité. Les membres fondateurs. Pas de manière officielle. Hein. Tout ça, ça se fait entre eux. Hein. Ils n'en parlent pas officiellement. Ce n'est pas quelque chose de public. Ce qui est normal en politique. Quand ils en parlent, ils décident de faire un vote. Il y a eu un vote. Parce que j'ai mené mes enquêtes, il y a eu un vote. Ils votent. Le vote, lorsque on fait le vote, c'est pour savoir, pour décider si Menga va accepter de rentrer au gouvernement ou pas. Menga perd cette élection parce que Menga veut partir. Mais le vote dit non, tu ne dois pas y aller. Donc les autres se disent, Menga ne va pas aller. Il y a les membres fondateurs qui ont voté, hein, ce n'était pas tout le monde.
Je pense qu'ils ont près d'une vingtaine de membres fondateurs. Alors, à la surprise des autres, Menga finit, malgré le vote, à rentrer dans le gouvernement. Il est rentré dans le gouvernement de la dictature. Ça a créé un grand problème dans le parti Héritage et Modernité. Un grand problème. Très grand problème. Quand Menga rentre au gouvernement, la nouvelle, vous savez, on dit chez nous que tu peux cacher la maladie, mais tu ne peux pas cacher la mort. Tout le monde est mis au courant. Les gens sont fatigués. Ça a parlé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après ça, les gens demandaient à Barreau Chambrier, Barreau était sous pression en tant que président du parti, que tu ne peux pas laisser ça se faire. On a un parti politique, nous avons une ligne, nous avons nous sommes engagés dans l'opposition. On ne peut pas tolérer qu'un membre fondateur, et pas n'importe lequel, rentre au gouvernement et nous on ne dit rien. Tu es obligé de parler. Barreau se retrouve dans des problèmes compliqués. Il ne sait pas comment agir. Il a essayé de tourner ça à gauche, essayé de tourner ça à droite, essayé de tourner. Surtout qu'avant ça, Michel Menga et Barreau ont fait plusieurs sorties entre 2016 et 2017. 2017, ils ont fait des sorties fortes en politique qui ont marqué. Alors, on arrive là, mai 2018. Mai 2018. C'est parce que ma régie j'ai des problèmes dans ma régie. Nous avons perdu un ordinateur. Nous n'avons pas d'ordinateur. Je vous jure que si on avait un ordinateur, j'allais vous montrer les images terribles. J'allais vous dire, voilà les vidéos. Venez voir. J'allais vous montrer les vidéos de tout ce que je suis en train de vous dire là. Vous connaissez comment je fais avec les vidéos. Mais en ce moment, on n'a pas d'ordinateur. C'est compliqué pour nous. On ne peut pas... Bon, on essaie de se battre. On essaie. Voilà pourquoi vous me voyez. Normalement, ce live-là, je ne devais pas le faire là. Je devais le faire avec ma régie. Mais ma régie, l'ordinateur s'est cassé. Donc, on a besoin... Si vous avez un ordinateur, vraiment, c'est ça aussi la résistance. Si vous avez un ordinateur que vous n'utilisez pas, moi ça. On a besoin d'une bécane. Trouvez-moi ça. Là, je lance un appel. C'est pourquoi vous n'allez plus me voir faire. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais bon, bref. Donc, il rentre au gouvernement et il laisse l'autre dans les problèmes. Barreau est dans les problèmes. Il ne respecte pas le vote qui a été fait en interne. Alors, quand il rentre, quand il rentre au gouvernement, il y a des problèmes terribles. C'est là où le conflit entre Barreau et Michel Menga commence. Nous sommes en mai 2018. Mai 2018 commence, c'est grave. Et après arrivent les législatives. Les législatives arrivent en septembre 2018. Le problème de l'entrée de Menga au gouvernement n'est pas réglé. On arrive en septembre 2018. Mai, juin, juillet, août, septembre. Donc 4 mois plus tard, il y a les législatives. Menga vient se présenter comme étant membre d'Héritage et Modernité alors qu'il est rentré au gouvernement sans l'aval des membres du parti. Il est membre fondateur du parti. On ne l'a pas enlevé du parti. Parce que Barreau a tellement hésité qu'il n'a pas enlevé Mengala du parti. Il ne l'a pas exclu. Parce que pour exclure Menga, il y a des règles aussi. Donc les gens ont hésité. Boum! Pourquoi? Parce que nous appartenons à un pays où on ne respecte pas les règles. On ne respecte jamais les règles, l'engagement. Donc, on arrive aux législatives. Qu'est-ce qui se passe aux législatives? Tout le monde se présente aux législatives. Il se trouve que Barreau Chambrier n'est pas pair aux élections législatives, il n'est pas député. Le parti s'en sort avec
à peu près, ils étaient 5, hein, 5, non, 4. Le parti sort de là avec 4 députés qui passent au législatif 2018. Vous avez l'honorable Moussavou, l'honorable David, l'honorable Edgar et l'honorable Ngulongana, je pense. L'honorable Ngulongana. 4. Mabiala et puis Menga sont au deuxième tour. Eux, ils vont au partiel. Ils attendent des partiels. Alors, les autres sont déjà là. Ce qui se passe, c'est que là, ça crée déjà un problème. Parce qu'il y a une Gabonaise qu'on appelle Victorine Chico, qui est proche de Baro Chambrier, qui était engagée dans une circonscription. Et dans cette même circonscription-là, Menga a aussi envoyé les gens, parce que le parti s'est divisé. Menga avait ces gens qui, pour certains, étaient engagés au même endroit que les gens de Baro. Le même parti, hein. Regardez ça. Les jeunes ne comprennent rien. Des papas qui sont censés être expérimentés. Voilà le problème. Ça a créé beaucoup de problèmes législatifs. Ça a même dégoûté certaines personnes qui ont dû arrêter même la politique, qui ont dit c'est pas la peine avec les Gabonais. Donc, l'intérêt de la structure a été mise sous le lit, pour l'intérêt personnel. Et là, on se retrouve dans une situation où le parti est divisé au sortir de l'élection législative entre septembre et décembre 2018. Beaucoup sont partis. Le parti est divisé. Et après, on arrive au congrès. Le troisième problème, c'est le congrès de RHM. Le congrès de RHM qui s'est passé en avril 2019. Troisième grand problème. Là où RHM est devenu RPM. Un congrès organisé par Baro Chambrier. Menga est venu furtivement, ça a créé beaucoup de problèmes. Donc, pour exclure Menga définitivement du parti, puisque Menga et les autres, tous les autres là qui sont devenus des députés se sont présentés sous la houlette de RHM. Les autorités de la dictature reconnaissent RHM. Les autorités ne reconnaissent pas RPM. Parce que pendant le congrès d'avril 2019, RHM, Rassemblement Héritage et Modernité, est devenu Rassemblement pour la Patrie et la Modernité. Donc, changement de nom. Mais il faut faire reconnaître ce changement de nom au ministère de l'Intérieur. C'est compliqué. Menga est ministre. Menga est ministre. Il assiste au conseil des ministres. Il parle avec le défunt. Bon, il connaît les rouages, c'est la vérité. RPM n'est pas reconnu. Héritage et Modernité qui est reconnu. Parce que tous les autres qui sont les députés là, c'est compliqué. L'honorable Moussavou, l'honorable David Labaye, l'honorable Edgar, l'honorable Ngulongana. C'est compliqué. Eux, ils sont députés, ils siègent à l'Assemblée nationale. Ils ne comprennent pas tout ça. C'est compliqué maintenant. Ils sont maintenant à un autre niveau. Choisir entre RHM et RPM. Troisième conflit, là, dedans. Il y a encore eu pendant le congrès des divisions compliquées. Après, on quitte la quatrième étape. La quatrième étape, c'est à la fin des élections partielles. Quand on arrive aux élections partielles, on parle de août 2019, donc il y a un an. Pendant les élections partielles, puisque Héritage et Modernité avait certains candidats qui étaient engagés aux élections partielles. Mais il se trouve que Mabiala gagne les élections partielles. Menga gagne les élections partielles. Donc maintenant, Héritage et Modernité se retrouvent avec 6 députés à l'Assemblée nationale. 6. Donc les 4 premiers, plus Mabiala et Menga. Bon, je peux me tromper, hein.
Il doit y avoir peut-être d'autres, mais voilà les 4 que moi je connais. Héritage et Modernité décide de créer un groupe parlementaire avec l'Union nationale, qu'ils ont appelé les non-inscrits. Donc, il y a les 5 là, les 5, donc Moussavou, l'honorable Moussavou, l'honorable David Labaye, Edgar, Ngulongana, Mabiala, et ils ajoutent, comment il s'appelle, le seul député de l'Union nationale, le docteur, l'honorable Minot. Ils ont créé leur groupe parlementaire. Menga est exclu. Menga, puisque Menga est ministre, donc son suppléant siège, mais il est ostracisé. Il est seul dans son coin. On ne connaît pas même comment il fait. Vous voyez, c'est compliqué. Donc il va à l'Assemblée nationale, il fait ses choses. Je ne sais même pas ce qu'il vote. Il vote pour qui? Il est en concertation, il fait ses concertations seul. Les autres font les concertations entre eux. Lui, il fait les concertations. Le représentant, puisqu'il est RHM, il est Héritage et Modernité. Donc, il fait ces choses seul. Mais les autres, les 6 autres de RHM, ils ont un groupe parlementaire. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Donc, Menga, il est dans son coin. Son suppléant est dans son coin. Donc voilà. Quand il passe, voilà les 4 problèmes. La rentrée, donc on récapitule, il y avait la rentrée de Michel Menga au gouvernement en mai 2018. Il y a eu les législatives septembre 2018. Il y a eu le congrès avril 2019. Et puis il y a eu les partiels de 30 août 2019, là où finalement Menga passe, Mabiala devient député. Ça fait que dans le parti, le président du parti n'est pas député. Menga il est ministre et il est député. Donc il est puissant, politiquement parlant. Donc il y a maintenant une bagarre dans le parti où Menga est en train de prendre les autres députés petit à petit et prendre RHM. Plus que Baro Chambry a organisé un congrès où RHM est devenu RPM. Donc, il a RPM. Il a la partie qui s'appelle RPM. Menga a dit, bon, ok, tu m'as tendu une branche. Tu m'as donné une opportunité. Moi, je vais prendre donc RHM. Et comme RHM est reconnu, voilà la bagarre. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont au tribunal. Je pense qu'ils sont au tribunal à cause de ça. Ils sont au tribunal. Et Menga risque de l'emporter. Pourquoi? Parce que Menga, il a la dictature avec lui, puisqu'il est là-bas. Il est dans le Bwenze du banditisme avec les autres. Ils sont dans au conseil des ministres qu'on ne voit pas des fantômes là. Il va utiliser, il a les autorités, le pouvoir avec lui. Donc ils vont utiliser ça. Il est en train de prendre petit à petit les autres députés. Baro Chambrier se retrouve affaibli. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas député, il n'a pas un siège. C'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Il est déjà en train de se pencher pour devenir, s'il y a une élection présidentielle, certainement, hein, un candidat indépendant. Et Menga risque de prendre Héritage et Modernité dans peu de temps. Bon. Voilà ce qui se passe en gros dans le parti là. C'est dur. Moi, là où je suis fatigué, c'est que moi, je ne comprends pas. Je m'arrête d'abord là pour dire ceci à mes grands frères là. Qu'est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous avez engagé une jeunesse. Il y a une jeunesse qui vous regarde. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. On vous regarde. Quand on vous regarde faire des choses comme ça, mais qu'est-ce que les jeunes pensent de vous? Vous avez été ministre au temps d'Omar. Vous avez été des ministres, des grands hommes politiques au temps de Bongo. Vous êtes censé avoir de l'expérience en politique, une grosse expérience. Et vous venez créer un parti politique
où il y a une grosse cacophonie, une incohérence terrible. On ne comprend plus rien ce qui se passe. Ce genre de problème-là, j'aurais, en ce qui me concerne, accepté de voir ce genre de problème-là avec le PLC. Le groupe, le parti politique de Elsa Richel, Ange Kevin, Nicolas Ngama, bon, ils n'ont pas votre expérience. Eux encore, on aurait dit, bon, ils sont encore en train de se chercher en termes d'expérience, c'est normal. Il y a des petits, ce genre d'erreurs. Mais vous, si vous, les papas, vous faites des erreurs comme ça, des erreurs d'incompréhension, on se dit que, mais enfin, vous êtes des gros diplômés, vous êtes des médecins, professeurs de ceci, professeurs de cela, et vous faites des erreurs comme ça. Mais quand les jeunes vous voient, vous pensez qu'ils disent quoi? Ils disent quoi? En fait, vous êtes en train de montrer certainement à la génération d'en dessous que ils ne sont pas bons. Prenons nos responsabilités. Et c'est pourquoi PLC, le groupe de Nicolas Ngama, est né quand Moukani Ouangou a fait la même chose. Il crée le parti politique à les jeunes, le mettent là parce qu'il parlait le français. Il parlait bien le français, il disait que j'habite à Kanda. On se dit que, bon, on le met devant, il va rouler les jeunes, il va rentrer dans le gouvernement. En cachette, la nuit. Et il vient se cacher en France ici. On l'appelle, on lui dit que, oh, mais ton nom est sorti. Il dit, ah bon? Et puis demain, vous le voyez, en train d'aller prêter serment. Sans s'expliquer avec les jeunes. Et après, il fait la force, il prend finalement le parti. Les jeunes ont dit, il n'y a pas de problème, ils sont allés créer leur parti. Aujourd'hui, le parti de Moukani, ça ne marche pas, il n'y a rien là-bas. Il n'a fait que perdre les gens n'ont fait que partir parce qu'il ne sait pas gérer. Vous savez, ce n'est pas parce que tu parles bien le français que tu es un leader. Hein. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de diplômes que tu peux rassembler les gens, que tu peux gérer les gens. Ce n'est pas parce que ton père était ministre, ton père était grand député, ton père était ceci, que toi, ça fait que tu vas hériter des gens qui étaient... Non, hein. Il faut des capacités. Il faut un appel. Ce n'est pas héréditaire. Aujourd'hui, maintenant que c'est votre tour, parce que c'est bien bon, hein, c'est facile de faire la politique quand on est au pouvoir. C'est très facile. Quand tu es au pouvoir, tu fais la politique facilement. Il te suffit d'aller voir la dictature, dire, bon, je veux ça. Mais vous avez vu que vous êtes maintenant obligé de faire vous faites maintenant ce qu'on appelle la real politique. Vous êtes maintenant dans l'opposition, c'est là où tout se passe. C'est pourquoi les grands hommes politiques de ce monde ont commencé dans l'opposition. Ils ont commencé en bas. Les vrais hommes politiques commencent au bas de l'échelle. Le bas de l'échelle en politique, c'est quoi? Tu rentres dans un parti politique, tu commences par faire des tracts, aller coller les feuilles pour le leader. Après, tu montes un peu. Chez nous, on commence la politique dans le pouvoir, après on termine dans l'opposition. Dans les autres pays, on commence la politique dans l'opposition, on termine au pouvoir. Au Gabon, on commence la politique au pouvoir, on termine dans l'opposition. C'est ça le problème chez nous. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Silence des morts. Les hommes politiques de l'opposition ne parlent pas. Personne ne parle. Bon, moi, vous savez, je peux comprendre qu'on ne parle pas lorsque un pays fonctionne normalement. Mais comment pouvez-vous vous taire lorsqu'il n'y a pas de président de la République? Est-ce que vous pouvez expliquer aux Gabonais pourquoi vous vous taisez quand il n'y a pas de président de la République dans un pays? Vous êtes là taciturne, vous ne parlez pas. Vous ne parlez de rien. Vous ne commentez rien. Vous ne dites rien. Vous ne rassemblez rien. Le seul individu qui fait le tour du Gabon en ce moment, c'est un petit bonhomme que je ne sais pas d'où il sort, qui vient dire, oh, il faut se mettre derrière Omar Denis. Il faut se mettre derrière Omar Denis. Omar Denis, et il nous dit que Omar Denis, c'est un enfant. Et il veut qu'on vote un enfant. Comment tu peux nous demander d'aller voter un enfant? Tu dis, Omar Denis, c'est un enfant, c'est un enfant, c'est un enfant. Mais ça ne te gêne même pas. Et c'est le seul qui fait le tour du Gabon en ce moment.
Donc, vous qui êtes les intermédiaires, comme je l'ai dit tantôt, ça ne vous gêne pas que l'homme, les deux, que les Gabonais sont en train de voir qui vont se positionner pour être président au Gabon, ces deux enfants qui n'ont même pas 30 ans. Après la débâcle de ce que vous avez qualifié d'enfants. Parce que c'est vous, les pédégistes, qui avez dit que... Les pédégistes nous ont dit que Bla était un enfant avec leur groupe. Et eux, ils avaient la trentaine, la quarantaine. Vous avez dit que ce sont des enfants. Bon, maintenant, vous quittez ce groupe-là pour commencer à adouber en cachette parce que vous êtes en train de le faire. Je ne dis pas Baro Chambrier Menga, mais il y en a qui ont déjà commencé à adouber Noureddine et puis Omar Denis. Moi, j'ai appris, je vais vous le dire, que Menga, Michel, est en train de tout faire pour être le propriétaire de RHM. Et il va faire en sorte, une fois qu'il arrive à prendre RHM, il va faire en sorte que RHM soutienne Noureddine. Je vous le dis, c'est une personne qui est très proche de lui qui m'a raconté ça. Et ce n'est pas un jeu. Une personne qui a assisté à la réunion. Il va prendre RHM là. Il va se battre pour prendre RHM. Et il va aller proposer. Il va faire en sorte certainement que RHM rentre dans la majorité présidentielle de la dictature pour soutenir Noureddine. Voilà la bagarre qui va être faite. Et il est en train de chercher à prendre les députés là que j'ai cités là, tous les députés là. Il y en a qui refusent, il y en a qui vont certainement accepter. Il y en a qui vont certainement accepter. Il y en a qui vont refuser aussi. Mais voilà ce que Michel Menga est en train de faire. La preuve, c'est que, vous avez vu, il est en train d'organiser les 9 provinces, même si ils sont en train de dire que ça va être virtuel. Mais quel est l'objectif? Tu es ministre de la culture à Tarzam. Tu penses que ce que les artistes attendent de toi aujourd'hui, c'est venir organiser les 9 provinces, même si c'est virtuel? Les artistes sont en train de mourir de faim. Ils sont en train de subir les mesures du gouvernement aujourd'hui. Mais quels sont les accompagnements en tant que ministre de la Culture? Mais tu dois accompagner les artistes. Les artistes ont des problèmes de droits d'auteur. Les artistes ont des problèmes de subvention. Bon, dans le budget qui est alloué au ministre de la Culture, le ministre de la Culture ne peut pas donner aux artistes peut même dire que bon, chaque artiste reconnu, les grands là, venez prendre même 200 000 francs chaque mois. Pendant la grande période, pendant que nous sommes dans cette période-là, nous allons donner à chaque artiste qui est reconnu, les grands, même 50 000, même 100 000 francs chaque mois. Comme fonds d'accompagnement pour la crise, sur les 250 milliards que vous avez décaissés. Bon, tu viens organiser un truc virtuel. Quel est l'objectif? Pourquoi? Parce que tu sais, parce que Michel Menga sait que la prochaine élection, le prochain gouvernement qu'ils vont faire en janvier, le premier remaniement de Osuka, qui arrive en janvier ou février, là, on va l'enlever ministre. Il sait ça, on va l'enlever. Donc, Michel Menga veut poser un acte fort. Il est dans des tractations avec Noureddine pour se maintenir ministre parce qu'il veut être ministre jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Pour peser dans ce qui va arriver. Voilà son objectif. Mais le prochain remaniement ministériel de janvier ou février qu'ils vont faire, c'est déjà écrit que Michel Menga doit quitter le gouvernement. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il fait. On ne voit pas sa force. Parce que là, ils vont mettre un gouvernement de campagne.
et lui n'est pas membre de la majorité, tu n'es pas pédégiste. Il faut poser un acte fort. Il y a des problèmes à RHM. Donc là, les choses vont s'accélérer pour que lui passe. Il prenne RHM, il achète, il prenne les députés. Parce que si il prennent les députés et il emmène RHM vers Noureddine. Et Barreau, Chambrier, il a peu de marge de manœuvre. Lui, il est déjà résigné, il a déjà décidé, certainement, d'après ce que j'entends, que lui, il se prépare déjà pour être candidat indépendant. Voilà ce que moi, voilà la vérité qui est cachée. Bon, quand vous faites comme ça, c'est bien beau. C'est bien. Bon, 2016, je ne parle même pas de 2016. Parlons de là où on part. Donc, vous êtes sérieusement en train de vous organiser pour aller en campagne avec Noureddine, Michel Menga, vraiment grand frère. Moi, j'ai vu comment le blanc qui est en prison, là, Ananga Odzime, comme vous étiez à Toumoukango, Kokobi, je ne sais pas où vous étiez. Où il t'avait grondé. Bla t'avait grondé. Ça ne m'a pas fait plaisir qu'un petit comme ça te parle mal. Bla. Bon, à un moment donné, ça ne vous... Il n'y a pas un sursaut d'orgueil où vous dites que, bon, nous allons nous battre pour enlever les gens là. Donc, les problèmes du Gabon, ça vous importe peu. Ce qui vous importe, c'est chercher à être ministre, c'est chercher à être candidat, c'est chercher à... Donc, même la mobilisation en dehors des consultations électorales, ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas, ça ne vous dit rien. Vous ne cherchez pas à mobiliser les Gabonais. Dire aux Gabonais que bon, voilà comment on va faire comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit, on a écrit, on en a parlé aujourd'hui avec certains membres de la résistance, où on était en train de dire que oh, les Gabonais ne se mobilisent qu'en période électorale. Et nous avons fini par conclure que ce n'était pas tout à fait vrai. Ce n'est pas que les Gabonais se mobilisent uniquement en période électorale. C'est que les partis politiques et les hommes politiques, le seul moment où ils jugent utile, important de mobiliser les Gabonais, c'est quand il y a les élections. C'est quand il y a les élections. Ils ne cherchent pas à mobiliser les Gabonais idéologiquement en dehors des périodes électorales, de grandes consultations électorales. Non, ils attendent quand il y a les élections. C'est là où ils se disent que c'est là où il faut maintenant mobiliser. Et cette mobilisation-là n'est pas pour en faire des partisans, pour en faire des militants. C'est pour obtenir les voix. Donc, pour faire en sorte que ces Gabonais-là deviennent ce qu'on appelle du bétail électoral. Juste pour la période électorale, après on s'en fout. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, on voit quoi? Mais il y a une vie politique en Côte d'Ivoire. Il y a une mobilisation que l'on peut remarquer. Le FPI, le PDCI, le parti de Gbagbo, pendant que Gbagbo était en prison, fonctionnait. On sentait sa présence tous les jours. Avec Afinguessan ou Afinguessan, là, on sentait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des partisans. Chaque homme politique montre que j'ai des partisans idéologiques. Ils ont des partisans. Mais regardez chez nous. Vous allez remarquer quoi? Les vrais leaders sont dehors en Côte d'Ivoire. Un leader, quand tu fais peur au pouvoir, tu es dehors. Parce que le pouvoir a peur de toi. Quand tu es leader et que tu inquiètes le pouvoir, ça se sent. Mbobam inquiétait le pouvoir. C'était compliqué, il était obligé de sortir à un moment donné. Mbaba Solo inquiétait le pouvoir, il était obligé de sortir. Mambundu, à un moment, inquiétait le pouvoir, il était obligé de sortir.
Comment tu vas inquiéter quelqu'un, tu ne sors pas? Moi, je vous le dis, mes grands frères. Vraiment, je n'ai pas décidé de faire le live là pour vous insulter ou bien pour vous humilier. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif de mon live est de vous interpeller. Parce que vous appartenez, dans la description que j'ai faite, vous appartenez à la génération intermédiaire. C'est-à-dire vous êtes entre 51 et 69 ans. Là, il y a une génération avant vous, c'est la génération, la grande génération, celle qui a 70 ans et plus. Et vous avez ma génération à moi, celle qui a moins de 50 ans. On vous regarde et regardez, regardez le spectacle que vous nous offrez. Bon, parce qu'il n'y a pas que vous. Vous avez à côté de vous Moukani Wango aussi, qui était quelqu'un que beaucoup regardaient, qui a venu faire le même désordre. Aujourd'hui, il se cache à Akanda, il ne sort plus de chez lui, il sort que la nuit. Qui est venu faire du mal aux autres. Il a créé un parti avec les jeunes, il a montré qu'il est incapable de gérer les gens. Parce que moi, je vais vous dire, si vous ne vous mettez pas derrière le peuple, vous pensez que nous, on se bat seulement contre ceux qui sont au pouvoir. Non. Nous nous battons contre une certaine façon de faire les choses. C'est ça notre combat. Nous voulons que les choses se fassent maintenant autrement. Autrement. Nous avons besoin de leaders. Nous ne cherchons pas les gens qui ont fait beaucoup l'école, qui parlent bien le français. On veut même quelqu'un qui s'exprime qu'en langue. On a besoin d'un leader. Des leaders qui rassemblent le peuple, qui se battent pour le peuple, qui parlent au peuple, qui font confiance au peuple. Parce que quand il y a des élections présidentielles, c'est la jeunesse qui meurt. On ne voit pas les vieux mourir. Tous ceux qui sont morts en route en 2009 ou 2016, là, quand je cite les noms, tous les noms qu'on cite là, je parle des gens répertoriés. Hein. Quand on regarde les âges de ces gens-là, parce qu'on a fait ce travail-là, il n'y a aucun, je dis bien aucun, qui a 60 ans. Aucun. Toutes les personnes qui sont mortes en 2016, là, quand on les répertorie, des personnes répertoriées, hein, c'est entre 50 ans et moins. Ce sont des jeunes qui sont morts, massivement. Ils sont morts pour leur pays. Parce qu'ils croient. Parce qu'ils ont donné leur vie pour le Gabon. Ils ont donné leur vie pour le Gabon. C'est la jeunesse que vous traitez de délinquants, que vous infantilisez, qui a donné sa vie pour le Gabon. Qui donne sa vie pour le Gabon à chaque élection qui arrive. Vous, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Et lorsque vous créez des partis politiques, vous mettez la tête des partis politiques, montrez que vous en avez, montrez que vous pouvez, montrez que vous êtes capable, montrez que vous avez le savoir-faire pour former cette jeunesse. Impliquez-la, formez-la. Parce que quand vous faites des petits trucs que vous faites là, on nous dit. Pourquoi on nous dit? Les gens qui sont actuellement au pouvoir, ils appartiennent à notre génération. Ils appartiennent à notre génération. Ce n'est pas votre génération. Le pouvoir est géré par les jeunes. Les gens qui gèrent le pouvoir en ce moment au Gabon, ils n'ont pas 55 ans. Si on enlève Sylvia Bongo et Mborancho, ben bonga. Même on va dire femme le si bon ben bon. Ce sont les gens qui sont jeunes. Donc on a les mêmes codes. Il n'est pas interdit, il ne vous est pas interdit de former un jeune. Former un jeune. Mettez-vous derrière un jeune. Parce que je vous dis, hein, vous n'allez pas reconnaître le Gabon. Vous ne vous rendez pas compte. Mais je peux vous le dire, vous n'allez pas reconnaître le Gabon
dans ce qui arrive. Moi, je peux vous le dire. Vous n'allez pas reconnaître le Gabon. Vous n'avez pas idée. Vous n'allez pas reconnaître le Gabon. Parce que vous êtes en train de faire un désordre terrible. Tout tourne pour vous autour de l'argent. L'argent, 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 l'argent. Bon, vous en avez quand même pris. Michel Menga vient de passer 2 ans au gouvernement gabonais. Il avait déjà été ministre avant. Mais 2 ans au gouvernement gabonais, tu as pris l'argent. Tu as eu des gros salaires, tu as géré des budgets. Mais laisse maintenant. Tu vas venir prendre RHM. Tu vas aller donner à Noureddine. Parce que c'est ton projet, on sait. Tu vas prendre RHM, tu donnes à Noureddine, à Taranzam. Quand tu vas donner ça à Noureddine, ça ne va pas te gêner que tu donnes à un enfant la tête du Gabon? Parce que tu ne penses qu'à toi. Tu ne vois que toi. Tu ne vois pas le peuple. Tu ne vois pas ton pays. Tu ne peux pas te dire que, ah, quand même, pas là, pas au niveau là. Donc, le désordre qu'il y a actuellement au Gabon ne te gêne pas. C'est marrant, oui, là, on est en train de faire la politique. Non, là, c'est la politique, c'est un autre niveau. C'est pas les émotions. On ne fait pas les émotions ici. Là, bien beau politique, voilà la politique. Mais la politique, c'est pas ça. Il y a quand même une dimension étatique de la politique, une dimension d'État. Ce qu'on appelle un homme d'État. Quand on dit lui là, c'est un homme d'État, c'est quoi? On ne va pas continuer comme ça. Moi, j'espère. Moi, je vous appelle au ressaisissement. Au ressaisissement parce que entre 2016, où vous avez formé le parti Héritage et Modernité, et 2020, 4 ans, quand vous faites le bilan, vous avez quitté le PDG. Michel Menga a quitté le PDG. Baro Chambry a quitté le PDG avec d'autres. Vous avez créé ce parti politique. Mais quand vous faites le bilan après 4 ans de vie politique dans l'opposition, est-ce que votre bilan, vous pouvez dire aujourd'hui que votre bilan est positif? Je parle de vous-même. Je parle là à des acteurs politiques. Vous avez été, vous avez été dans le gouvernement avant 2016. Vous connaissez la machine, vous savez comment ça marche. Vous avez été dans le PDG, vous deux. C'est pourquoi vous avez dit héritage et modernité. Donc, vous avez un héritage et vous êtes en train de vouloir l'amener dans la modernité. Bon, donc c'est un objectif. L'héritage, c'est le bagage que vous avez. La modernité, c'est là où vous allez. Et le R, c'est le rassemblement. Vous rassemblez les Gabonais, vous utilisez votre héritage pour rassembler les Gabonais, pour les amener vers la modernité. Voilà comment moi j'interprète ça. Bon. Mais aujourd'hui, on sent que l'héritage n'est pas bon. Soit c'est l'héritage qui n'est pas bon. Parce que rassembler, vous n'avez pas pu rassembler les Gabonais. Il suffit de regarder le nombre de députés que vous avez. Je ne pense pas. Le bilan des législatives, ce n'était pas bon. Vous n'avez pas rassemblé les Gabonais. Vous avez certainement un héritage, mais vous n'avez pas pu, avec cet héritage-là, rassembler les Gabonais. Et vous n'avez pas pu, avec cet héritage-là, emmener les gens vers la modernité en 4 ans. Vous êtes aujourd'hui dans les calculs, en train de chercher où on part. Vous êtes déjà en train de regarder les prochaines élections présidentielles. C'est vrai qu'on ne boycotte pas les élections présidentielles. Mais quand même, les grands frères, c'est pas bon. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Là, c'est dit en vrai. Les gens vous regardent, mais c'est pas bon. Moi, je peux vous dire, hein, je peux vous dire déjà que la jeunesse gabonaise n'est pas d'accord. La jeunesse gabonaise n'est pas d'accord avec votre façon de faire. Vous avez encore le temps. Vous avez le temps. Je ne sais pas quels sont vos objectifs. Mais travaillez pour les jeunes. Travaillez pour demain. Vraiment, je vous invite à le faire. Nous n'allons pas laisser notre pays comme ça quand même.
Il y a beaucoup de choses que je connais, hein, mais je ne peux pas tout dire ici parce que ce n'est pas l'objectif. Je ne suis pas venu vous parler mal. Je suis venu vous interpeller. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que j'ai attendu, je suis au courant depuis longtemps. Il y a des démissions. Il y a des gens qui sont déjà en train de... Parce que c'est... Mes frères, vous n'avez pas idée. C'est un problème grave dans le RHM, RPM. Le problème entre Menga et puis Baro Chambrier. Parce que Baro a raison. Baro Chambrier a raison dans le problème. Baro a raison. Sauf que dans la gestion de ce conflit-là, Baro n'a pas été, je suis au regret de le dire, hein, en ce qui me concerne, Baro n'a pas été suffisamment, comment je peux dire ça, suffisamment malin ou bien à la hauteur pour gérer ça quand c'est arrivé. Parce que chez nous les femmes, on dit on bouche le trou quand il est petit. Baro a négligé et j'avais fait des lives, je me rappelle en 2018. Quand Michel Menga est rentré au gouvernement, j'avais fait des lives. Vous allez dans mes lives de 2018, vous allez les retrouver. Plusieurs lives où j'avais interpellé Baro que Baro, si tu n'enlèves pas Menga du parti politique là, il va revenir t'arracher ça. J'avais dit ça à Baro en 2018. Dès que Michel Menga et Moukani Ouangou sont rentrés au gouvernement, je l'avais dit. J'ai redit ça en septembre 2018 lorsqu'il y a eu des problèmes aux législatives. J'ai encore interpellé Baro Chambrier que Baro Chambrier quand même. Enlève Michel Menga. Trouve une solution. Il a hésité. Et voilà maintenant où nous sommes aujourd'hui. On est où? C'est pas j'avais parlé. On est où aujourd'hui? Voilà où on sort. On va dire quoi? J'ai parlé au grand frère. J'ai interpellé dans les lives. J'ai dit non. Mais le problème que nos hommes politiques gabonais ont, c'est qu'ils n'ont pas de conseillers, ils n'écoutent pas les jeunes. Vous ne pouvez pas... Vous savez, chez nous les femmes, on dit, hein, au chionga encore, la rivière est partie tordue, parce qu'il n'y avait personne pour conseiller. Pour conseiller la rivière que non, voilà le chemin, va droit. Il y a des hommes politiques aujourd'hui qui ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas de conseiller. Et ils n'écoutent que les amis, des gens qui étaient avec eux au parti, des gars qui étaient ministres. Mais dans notre... en Afrique, chez nous, on dit que l'œuf avait conseillé la poule. Pourquoi on dit que l'œuf avait conseillé la poule? Parce qu'il y a des choses que l'œuf voit que la poule ne voit pas. Pourquoi vous estimez qu'on ne peut pas vous conseiller? On ne peut pas vous dire que ne faites pas comme ça, faites comme ça. Vous ne vous entourez que de vos amis, de vos potes, de vos frères, de vos enfants, qui souvent ne connaissent pas la politique. Et vous vous retrouvez dans les problèmes. Vous vous retrouvez dans les problèmes. Parce que vous ne savez pas vous payer les services de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui est compétent. Vous ne savez pas gérer ça. Non, c'est compliqué. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise que non, la façon dont vous faites là, c'est pas bon. Vous aimez toujours quand on vous caresse au sens du poil. Et après, vous vous retrouvez dans les problèmes. Parce que le monde a changé. Hein. Les grands doivent savoir que le monde a changé. Le monde a changé. Nous avons aujourd'hui des outils pour vous parler directement. Ressaisissez-vous. Ne restez pas comme ça. Vous ne pouvez pas avancer sans repère, sans
sans conseiller. Même Jésus-Christ. Jésus-Christ se baladait quand même avec 12 bonhommes. Mais les 12 personnes avec lesquelles Jésus-Christ se baladait, ce n'étaient pas ses cousins. Et pourtant, Marie. Parce que quand Marie a eu Jésus après, elle était vierge. Mais après, avec Joseph, elle a damé beaucoup d'enfants. Hein. Ils ont fait beaucoup de gamins. Mais Jésus ne s'est pas baladé avec les enfants que sa mère a, ses petits frères-là. Il s'est entouré de personnes qu'il a rencontrées sur le chemin. Ce n'étaient pas ses potes. C'était des gens qu'il a rencontrés. Pierre, Paul, Jean, machin, tous ces gars-là. Bon. C'était des Français. Parce qu'ils avaient des noms, ils ont des noms français. Paul, Jean, machin. Bon. Il n'a pas rencontré Mba. Ou bien Miar. Ou bien Boussougou. Il a rencontré Paul, il a pris que des blancs, des Français. Bon, quand il a pris les gens, mais ce n'est pas ses amis. Il a pris des gens qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il a vu que les gars avaient peut-être une compétence ou bien ils avaient quelque chose. Mais pourquoi vous, dans la politique, vous ne vous entourez que de vos parents? Et vos parents vous conduisent toujours là où c'est pas bon. La preuve, regardez. Aujourd'hui, là, si on fait un sondage, j'invite un peu les Gabonais à faire un sondage. Je vous pose une question, vous qui me regardez nombreux. Quel est le parti politique de l'opposition qui, aujourd'hui, là, qui impressionne par ses actions? Quel est le parti politique de l'opposition qui impressionne aujourd'hui? Que quand les Gabonais parlent unanimement, on sait que, ah, voilà le parti politique. Quel est le parti politique? Dites-moi. Il y a beaucoup de partis politiques de l'opposition. Mais quel est le parti politique qui rassemble aujourd'hui qu'on sait que, ah, là, eux, là, quand ils parlent, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on parle toujours du PDCI, on parle du RDA, du FPI. Il y a des partis politiques qui sont là depuis, mais qui ont des partisans. Aujourd'hui, au Gabon, quel est le parti politique de l'opposition qu'on dit que, ah oui, là, parce que quand l'Union nationale est arrivée, mais ce n'était pas midi à 14 h, hein. Même quand on avait dissous l'Union nationale était là. On voyait. On ressentait la présence de l'Union nationale. Moi, quand je suis arrivé en 2013, il n'y avait pas d'élection présidentielle, mais on ressentait l'Union nationale. Et pourtant, l'Union nationale était dissoute. Mais on ressentait l'Union nationale à Libreville. Il y avait des manifestations, les gars ne laissaient pas. Mais on regardait aujourd'hui ce qui se passe quand tu observes le Gabon. Il n'y a plus de parti politique. On ne sent même pas la présence d'un parti politique de l'opposition sur le terrain. Rien. On dépénalise, on pénalise ceci, on fait cela. On ne ressent la présence politique d'aucun parti politique de l'opposition en termes de mobilisation de masse. Rien. Rien. Est-ce que c'est bien? Il y en a là ne veut. Il y en a là ne sous-soit. Et on dit, oh, nous sommes des hommes politiques. Mais quels sont les hommes politiques qui sont taciturnes? Qui ne disent rien sur rien? Mais vous ne parlez pas. Mourkokoba. Moi, je ne comprends pas. Il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Parce que là, la tempête arrive au Gabon. La tempête arrive. Nous allons et Viasia. La tempête arrive. Est-ce que nous sommes prêts? Ça peut arriver à tout moment, la tempête. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts? La question que je pose, est-ce que nous sommes prêts? La tempête arrive. Parce que nous remarquons que nos grands
Ça ne va pas. Ça ne va pas. Akal benyabur be todzile you. Benyabur be todzile you. Ebur be na nzang. Bita di bon na ba yemi fabiak. Donc, ebur be na vve, ebur ba yaye loro nyina ne biakana. Parce que c'est maintenant ce qui va arriver. On regarde l'intermédiaire, on ne voit pas. Bon, en tout cas, au Gabon, on ne gagne plus une élection avec l'argent. S'il fallait l'argent pour gagner une élection, il n'y a aucun parti politique dans l'histoire du Gabon qui a plus d'argent que le PDG. Le PDG a de l'argent comme vous n'avez même pas idée. Mais il ne gagne aucune élection dans les urnes. Pourquoi? Parce que les électeurs ne sont pas des idiots. Vous pouvez leur donner l'argent, ils ne vont pas voter pour vous. Moi, j'étais à Paris lorsque le PDG a créé un bureau de vote spécial en dernière minute. Qui était censé être le bureau de vote des PDGistes uniquement. Les PDGistes sont venus en voiture, dans les bus. Mais vous savez quoi? C'est même le bureau de vote qui a eu le plus grand taux de pourcentage de réussite pour l'opposition, pour Ping. Ils ont voté Ping là-bas, dans le bureau de vote du PDG, le dernier bureau de vote là, à plus de 90%. Donc, ce n'est pas l'argent qui te fait gagner une élection. Ce n'est pas l'argent. Il faut savoir parler. Une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. La rencontre entre un homme et son peuple. Wakobedze, diwa zubur, onenza, wakumedze, okobievedze, biakeve. C'est ça. Voilà les questions. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sache où on va. Il y a des gens qui me demandent la diaspora. Est-ce que la diaspora, nous sommes loin. Binoya. Binoya, nous sommes loin. Et puis mon mot de fin, je vais terminer en m'adressant aux Gabonais. J'ai 3 minutes. Vous qui me regardez nombreux, je fais que vous dire que, en ce qui me concerne, Meni Nandouin, je ne fais pas les lives pour être célèbre. Ça ne m'intéresse pas. Je fais les lives pour interpeller les Gabonais. Mes frères. At the end of the day, le Gabon, c'est notre pays. On ne gagne pas une élection sur Internet. C'est faux. Nous qui sommes dans la diaspora, on fait notre part. Nous faisons notre part. On essaye. On ne nous attendait pas. En 2016, les gens comptaient très peu sur la diaspora. On ne nous regardait même pas en 2016. Zanga yemna, bourbeya, diaspora, personne ne savait. On ne vendait pas cher notre peau. Mais c'est quand même bizarre que peu de temps après, tout le monde maintenant regarde la diaspora. Oh la diaspora, oh la diaspora, oh la diaspora, oh la diaspora. Mais on ne nous vendait pas cher notre peau. Donc si on regarde la diaspora, ça veut dire que nous avons posé des actes. Des actes forts. Des actes qui font qu'aujourd'hui, les gens nous regardent. Un gangboube seba kuma yemi zame ve lourd zal. Banz bien dire. Dès que quelqu'un qui au Gabon veut savoir ce qui se passe au Gabon, ou bien comment faire, ils viennent regarder les lives, ils viennent regarder la diaspora. Que ce soit le pouvoir comme l'opposition.
tout le monde a les yeux dirigés vers la diaspora. C'est quand même pas croyable. C'est bizarre. Ça me rend fou quand je vois les gens dire que oh, la diaspora, rentrez, c'est vous qui devez libérer le pays. Mais mes frères, on va faire... Oh, mais enfin, nous on fait, on ne va pas abandonner. On fait. On a fait beaucoup. On continue de faire. Regardez aujourd'hui, moi je devais pas, le live que je suis en train de faire là, je devais faire ça avec j'ai des vidéos que j'allais vous montrer. Mais Michel Menga et puis Baro Chambriz, vraiment, ils sont sauvés par le gong. Hein. Parce que les vidéos que j'avais déjà mis de côté, c'est parce que notre ordinateur qu'on utilise est tombé en... l'enfant a cassé ça. On a un bébé qui est monté sur l'ordinateur, il a cassé. Si on avait un ordinateur, je vous jure, hein, autrement seulement le live là, c'est pas de 200 et quelques personnes. Hein, ça allait avoir plus de personnes que ça. J'espère qu'on va trouver un ordinateur d'ici là. Mais mes frères, ce n'est pas la diaspora. Et puis vous qui êtes au Gabon, arrêtez. On ne libère pas un pays en faisant la colère. Il faut se mobiliser. La tempête arrive. La tempête arrive. Zalan et Viasia. Si on n'est pas mobilisé, c'est grave. Il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir là. Ils sont organisés. Ils sont en train de s'organiser. Si vous laissez, ce n'est pas la peine. Je vous dis la vérité. En tout cas, je ne fais que vous parler. Hein. Donc, vous oubliez vite. Je vous ai dit, enregistrer mes lives, allez regarder mes lives que je disais. Chaque fois que j'ai parlé des choses, ça s'est réalisé. C'est parce que je n'ai pas envie de faire des lives récapitulatifs. Si je vais dans mon Facebook là, je prends des lives. Je vais vous sortir un live. Je vais essayer d'aller fouiller. Je vais vous sortir un live là où j'avais dit à Baro Chambrier que Michel Mengala va te prendre au parti. Je vais sortir le live là. Nous sommes en 2018. On est où aujourd'hui? Moi, je vous dis, mes frères, hein, on a besoin de récupérer notre pays. Notre pays est entre les mains du diable. Si tout le peuple ne se mobilise pas pour le faire, Noureddin que vous voyez là, ce qu'il va nous montrer, parce que Dieu n'est pas dedans, ce qu'il va nous montrer, hein, ce que vous voyez là, c'est petit. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez dire que, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous allez voir. Mais le problème de nos hommes politiques au Gabon, c'est qu'ils n'aiment pas la vérité. Quand tu vas leur dire quelque chose, oh non, lui il est contre moi, machin. Vous ne voulez jamais comprendre. Et quand les ministres arrivent, vous vous dites que, oh, voilà, lui ne m'aime pas, machin. Mais on t'avait dit que lui, là, va te faire du mal. Quand je disais à Ikea que, à Ikea, tu as vu, lui, là, tu vas avoir du mal. Ikea doutait, non? Il est où aujourd'hui? C'est pas là en prison. Quand je disais que Moubamba veut sortir, je disais que Moubamba là n'est pas bien. Je disais que Ben Moubamba n'est pas bien. Il faut sauver Moubamba. Je disais ça depuis longtemps. Les gens disaient, oh, je disais, le Bouti m'a déjà parlé. Le Bouti m'a dit que là, c'est pas bon. On est où aujourd'hui? J'ai dit beaucoup de choses qui sont arrivées là. À mon petit niveau en observant. À Dzubouna, ok, mi parle. Il y a des gens avec qui je parle. Il y a beaucoup de Gabonais qui m'appellent souvent, qui me disent, ah, messire, vraiment. J'ai dit, attention, il y a ça qui va arriver.
On avait dit qu'Ali Bongo ne va pas terminer le mandat. Ali Bongo est où aujourd'hui? Ce n'est pas celui qu'on cache là comme le Moukoukou. On avait le défunt. On avait dit que lui là, s'il ne résout pas le problème, là, il ne va pas terminer le mandat. On est où? On est où aujourd'hui? On est où? Donc, c'est pour dire que mes frères, bon oncle, bon oncle. Les Maliens n'ont pas demandé à la diaspora de venir libérer le pays. Voilà la Côte d'Ivoire là qui est en train de se mobiliser. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire sont en train de se mobiliser pour chasser Ouattara. Ils ne cherchent pas à savoir. Vous n'avez pas vu un Ivoirien demander à la diaspora de partir, délivrer, libérer la Côte d'Ivoire. Vous allez voir comment ils vont chasser Ouattara là, comme la blague. Attendez. Les autres ne sont pas aux bêtises. Vous allez voir Ouattara là va partir comme un jeu. En tout cas, merci de m'avoir suivi, ceux qui ont été là. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Il y a d'autres choses qui arrivent. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.